Mesdames, Messieurs, bienvenue à votre émission 7 Afrique sur la chaîne africaine de télévision. L'actualité est toujours au rendez-vous et nos invités s'en imprègnent pour en parler à travers donc ce numéro du jour. Et nous avons quelques sujets à évoquer avec vous, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Entre autres, les 100 jours du lieutenant-colonel Damiba à la tête du pays, l'inondation de la mine de Perkoa dans la province du Sangué, où 8 mineurs sont coincés au sous-sol depuis le 16 avril 2022. La liberté de la presse, le Burkina Faso en recul de 4 points au plan international. Et nous avons enfin l'opération Manamana. Alors, y a-t-il véritablement une option au populisme? En tous les cas, nos invités seront nous départager à travers cette émission du jour. Et pour évoquer justement, nous avons à ma gauche Monsieur Abraham Badolo, il est le président de l'ADP, l'Alliance pour la défense de la patrie. Monsieur Badolo, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Oui, bonsoir à tous les téléspectateurs de la télévision LCA. À ma droite, à l'extrême, nous avons le docteur Guy Michel Brou. Il est enseignant-chercheur, analyste indépendant. Docteur, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, monsieur Kabouré, c'est moi qui vous remercie. Et au centre, à ma droite, M. Isiaka Ouedraogo, il est le président du Conseil national d'information et du suivi des actions du gouvernement. M. Ouedraogo, bienvenue. Merci à vous, M. Kaboré. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. 24 janvier 2022, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba s'emparait du pouvoir. Et ce début de mois de mai marque les 100 jours du régime du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba à la tête de notre pays. Alors, quel bilan faut-il tirer de ces 100 jours du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba? Alors, monsieur Abraham Badolo, vous êtes le président de l'ADP. Quel bilan tirez-vous de ces 100 jours? Bon, tout d'abord, je tiens à présenter mes condoléances aux familles des FDS qui sont tombées encore hier soir. Et je tiens également à encourager la gendarmerie nationale pour tout le travail de sécurisation qu'ils font pour le peuple burkinabé. Pour revenir parler des 100 jours de la prise du pouvoir du président Damiba, je peux dire que ces 100 jours nous amènent à nous poser pas mal de questions sur les réels motifs qui ont vraiment conduit le président Damiba au pouvoir. Je le dis ainsi parce que s'il y a eu quand même quelques acquis durant ces 100 jours, du reste, il faut reconnaître qu'il y a eu également beaucoup d'insuffisances. Par exemple, par rapport aux acquis, je pourrais citer quelques terroristes neutralisés, quelques bases de terroristes détruites, quelques écoles réouvertes, également le ravitaillement de la ville de Guibo. En termes d'acquis, je ne pourrais que citer que ces petits cas selon moi, mais en termes d'insuffisance, et là, je trouve le point le plus important pour moi, ce sont les insuffisances. On remarque que les attaques n'ont pas diminué, les attaques se sont plutôt intensifiées. On remarque qu'on continue à perdre des frères SDF sur le terrain. On remarque que le nombre des déplacés continue de s'accroître. On remarque également que les méthodes, les anciennes méthodes utilisées par les terroristes pour endeuiller nos FDS n'ont véritablement pas connu de l'anticipation, parce que ce sont toujours les mêmes modes opératoires. Et je dirais que à ce jour, c'est vraiment inquiétant et le peuple burkinabé commence à se poser beaucoup de questions sur les motivations réelles même qui ont amené le président Damiba à prendre le pouvoir. Parce que nous, au départ, on pensait qu'avec un tel militaire à la tête, un tel stratège à la tête de notre armée, les choses allaient aller
plus vite. Étant donné qu'ils ont maintenu l'ancien ministre de la Défense, donc le maintien de ce monsieur, pour nous, avait suscité un peu d'espoir parce qu'on s'est dit qu'il a été là sous l'ère de l'ancien président Roch Marc Christian Kaboré. Donc, étant donné qu'il avait été encore reconduit sous le président Damiba, on s'est dit que les choses allaient très vite en ce qui concerne la sécurisation de notre territoire. Mais hélas, jusqu'à présent, nous ne voyons pas les choses bouger comme on le voudrait vraiment sur le terrain. Je dirais également que nous qui sommes les défenseurs des libertés démocratiques, à ce jour également, ça fait plus de 100 jours que le président Roch Marc Christian Kaboré est toujours détenu, sans qu'on nous dise en réalité pourquoi. Parce que pour moi, le président Damiba a toutes les rênes du pouvoir. Donc je ne comprends pas pourquoi il détient toujours l'ancien président. Et nous, en tout cas, en tant que défenseurs des droits de l'homme, nous demandons encore pure et simplement sa libération. Donc pour vous, c'est un bilan mitigé, c'est ça? Je dirais que c'est un bilan assez mitigé, mais je dirais également qu'en tant que Burkinabé, nous avons le droit de garder beaucoup d'espoir parce que nous n'avons pas le choix que de garder de l'espoir. Parce que pour nous, si les militaires échouent, c'est nous tous qui auront échoué. Donc au jour d'aujourd'hui, à ce jour, je dirais que c'est un bilan assez mitigé, mais ce bilan doit leur permettre en réalité de mieux faire. Oui, on va en reparler tout à l'heure, Monsieur Abraham Badolo. Alors, on va voir la réaction, le bilan avec vous, Monsieur Isiaka Ouedraogo, du Conseil d'information du suivi des actions du gouvernement. Quel est le bilan que vous dressez à l'issue des 100 jours du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba à la tête du pays? Bon, je crois que, pour moi, sans tourner autour du pot, je crois que les 100 jours du président Damiba à la tête de notre État, c'est 100 jours de calvaire pour le peuple burkinabé. Alors, donc, que ce soit dans la forme ou dans le fond, il n'y a aucune amélioration à mon sens sur la situation sécuritaire nationale. Au contraire, je m'en vais vous donner les statistiques. Vous voyez, quand on prend par exemple les événements violents avant le régime militaire, et les événements violents avant le régime militaire et les événements violents sous le régime militaire, décès des civils. Quand vous prenez 2017, nous avons 150 morts. 2018, 294. 2019, 290. 2020, 539. 2021, 684. 2022, 920. C'est pour vous dire tout simplement que depuis l'avènement du MPSR, depuis que les militaires ont fait leur coup de force, renversé le régime démocratiquement élu au Burkina Faso, depuis que les militaires ont renversé le président Roch Marc Christian Kaboré, élu par les Burkinabés, choisi par les Burkinabés, chéri par les Burkinabés à la destinée de leur État, pour 5 années, voilà où nous en sommes aujourd'hui. Alors, donc, pour moi, les raisons qui ont poussé en fait les militaires à renverser le régime démocratiquement élu étaient en fait fondées sur en fait des raisons de sécurité nationale. Parce que les raisons qui ont été avancées par ceux-ci étaient tout simplement que la situation sécuritaire ne faisait que se dégrader de jour en jour et on avait comme l'impression que les populations avaient, c'est comme si le régime était incapable de bouter en fait l'effet terrorisme hors de nos territoires. Alors, donc, beaucoup de voix s'élevaient entre-temps pour demander en tout cas qu'il y ait plus d'engagement du chef de l'État dans la lutte contre le terrorisme et aussi donner plus de moyens à l'armée pour en fait lutter contre le terrorisme. Mais voilà qu'à notre grande surprise, les mêmes militaires ont laissé le front pour venir renverser le régime. Alors, qu'à cela ne tienne, nous avons pensé que, en renversant le régime, ils avaient une solution. Non seulement une solution urgente, et que la solution était dans leurs mains, dans leurs poches,
dès leur avènement, ils allaient nous trouver une solution à la situation sécuritaire qui sied à nous. Malheureusement, le constat est amer. Nous avons constaté, nous continuons à constater qu'il n'y a aucun changement, sinon encore que la situation est pire que sous le régime du président Roch Marc Christian Kaboré. Alors donc, le coup d'État a été fait. Pour quelles raisons? Si c'est pour des raisons sécuritaires, là, ici, il n'y a aucun résultat probant, aucun résultat tangible. Maintenant, qu'on nous donne une autre raison pour avoir fait le coup d'État. Oui, en tout cas, le motif avancé par l'équipe du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba pour justifier le coup d'État, c'était justement donc les attaques terroristes, en un mot, l'insécurité. Docteur Guy, Michel Brou, on a constaté quand même, hein, c'est vrai, nous sommes début du mois de mai 2022, mais on a constaté qu'il y a peut-être, je le dis, hein, de moins en moins d'attaques terroristes en dehors de ce qu'on a vécu il y a quelques jours sur Gaskinde et Pobe-Mengao. Et le jeudi 5 mai dernier, les embuscades dans la région du Nord et du Centre-Nord. Vous avez l'impression que le bilan est tout à fait en noir? Vous avez des avis contraires aux deux autres? Écoutez, je voudrais, comme l'a dit l'autre, je voudrais m'incliner sur, sur le, comment on dit ça, sur la mémoire. Voilà, sur la mémoire de nos frères tombés encore tout récemment, le jeudi. Je voudrais encore dire merci à ces mêmes frères qui se battent nuit et jour pour que nous soyons sur des plateaux pour nous exprimer comme ça, de cette façon. Moi, je vois le bilan du président Damiba sous 4 facettes. Oui. Alors, au plan politique, au plan socio-économique, au plan militaire et au plan diplomatique. Parce que pour moi, c'est de cette façon aujourd'hui qu'on peut comprendre de façon réelle, de façon claire, de façon nette, objective, le bilan du président Damiba et de son équipe. Alors, au plan politique, qu'est-ce qu'on va retenir? Ils sont arrivés, ils ont fait le coup d'État le 24 janvier. Ils ont cherché à rentrer dans une légalité et légitimité. Le président Damiba a prêté serment, voilà le Conseil constitutionnel, ils ont élaboré une charte, ils ont essayé, ils ont rétabli la Constitution. Au plan politique, ils ont essayé de mener une lutte, ils ont essayé de rentrer, enfin j'allais dire, en politique de cette façon. On a vu ce que ça donnait. Plus ou moins, les Burkinabés ont eu des avis divers. Au plan politique, le président Damiba et son équipe aujourd'hui n'ont pas pu démontrer que la scène politique pouvait compter sur eux. Il y a l'interdiction plus ou moins des partis politiques à mener des activités à un certain niveau. Tout ça a démontré que plus ou moins au plan politique, il n'y avait pas la situation en main. Alors au plan socio-économique, aujourd'hui, nous voyons qu'il y a l'inflation. On a vu tout récemment pendant les fêtes, que ce soit la Pâques ou voilà, la fête du Ramadan, voilà, les ménages qui criaient, tout était devenu cher. Tout a augmenté sur les différents marchés. Aujourd'hui, au niveau économique, bon, plus ou moins, même si encore notre pays arrive à payer les salaires au niveau fonctionnaire, bon, c'est quelque chose à saluer. Et au plan économique, bon, le pays n'a pas encore pris son envol. Et on constate qu'il n'y a pas de grand programme qui est lancé, de grand projet qui est lancé. C'est un peu une séance de léthargie qui s'installe. Et socialement, le Burkinabé n'arrive pas à s'en sortir. Parce que, comme je l'ai dit, il n'y a pas un programme qui est mis en œuvre. Au plan militaire, c'est là que, voilà, peut-être on va plus s'attarder. Vous l'avez dit, les résultats sont là. Les résultats sont là, les attaques continuent. Mais ce qui est intéressant, de retenir, plus ou moins ces 2 jours, il y a une accalmie quand même si jeudi on a eu quelques attaques, on a une accalmie. Et comme moi je l'ai dit la fois dernière, j'attends au soir des 5 mois pour me prononcer de façon claire et nette sur le bilan militaire du président Damiba et son équipe. Alors au plan diplomatique, ça tâtonne. Aujourd'hui, la CEDEAO encore sont l'épée de Damoclès sur notre pays. Les menaces sont toujours là.
Donc le président d'Amérique Soniki n'a pas encore réussi à régler la situation des 3 ans proposés à la CEDEAO. Donc la CEDEAO menace de sanctionner notre pays. Au plan diplomatique, le Burkina n'a pas encore vu un grand pays, un grand Burkina sur la scène internationale. Il n'y a pas encore de grands mouvements qui montrent qu'aujourd'hui, voilà, notre pays a été récupéré par des jeunes militaires et qui ont l'ambition de monter comme dans d'autres pays, comme le voit. Et donc, quand on met tout ça là dans un seul panier, nous voyons que le bilan est mitigé. Mais comme on le dit, le président Damiba a donné 5 mois. Nous attendons les 5 mois pour voir comment est-ce que ça va donner. Pour l'instant, on peut dire que le bilan il est mitigé. Bilan mitigé, c'est également l'avis du docteur Brou. Alors, monsieur Abraham Badolo, alors pour des amateurs qui arrivent donc au pouvoir, parce que quand même, ils ne sont pas des politiciens, ils n'ont pas la notion donc ou l'habitude de gérer le pouvoir, ils arrivent. Alors, il y a un gouvernement qui est formé, qui tente donc de monter au créneau. Est-ce qu'en 100 jours, on peut dire que c'est vraiment alarmant pour des novices? Quand vous dites novice, ça m'étonne un peu. Parce que quand on décide de faire un coup d'État, c'est qu'on s'est assez bien préparé. C'est qu'avant de faire le coup d'État, normalement, on doit avoir une feuille de route claire. On ne fait pas un coup d'État pour venir tâtonner après. Même si après on est forcément rattrapé par certaines réalités. Je dirais, regardez un peu la composition du gouvernement actuel. Je dirais que, à part le ministre Yeroboli, tous ceux qui sont dans le gouvernement de Damiba sont des novices en matière de gestion des affaires de l'État. Est-ce que vous comprenez? Et ces personnes aujourd'hui, quand vous prenez, je prends, docteur Bou a parlé même de diplomatie. Quand vous prenez la ministre des Affaires étrangères, c'est une dame qui n'a pas d'expérience dans ce domaine. Par contre, la logique aurait voulu qu'on puisse choisir des gens qui ont des connexions à l'international et qui ont de la compétence, en fait, pour pouvoir même négocier certaines choses pour les hommes forts du moment. Mais à ce jour, si vous nommez par exemple quelqu'un à ce poste très clé, pendant que cette personne n'a pas de relation à l'extérieur, comment est-ce que vous voulez que les choses puissent avancer? C'est difficile. Monsieur Badolo, la ministre, elle est quand même diplomate de carrière. Vous savez, être diplomate de carrière et puis avoir les relations pour pouvoir gérer et représenter un pays, ça fait 2. Est-ce que vous comprenez? Moi, je suis transitaire logisticien de formation, expert en fret aérien, mais je n'exerce même pas ce domaine au Burkina. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pour vous dire qu'à ce jour, le tâtonnement est dû au choix des hommes. Ça, je vous le dis clairement. Et nous avons remarqué que jusqu'à présent, personne ne peut nous dire quels ont été les critères et mots de désignation des membres du gouvernement. Personne. Et quand vous prenez également l'ALT, c'est pratiquement la même chose. C'est-à-dire, on assiste à un éternel recommencement où des gens arrivent au pouvoir et au lieu de chercher à travers avec des gens qui ont de la compétence, ils sont en train de travailler en se basant sur les affinités. Et quand c'est comme ça, on ne peut que être dans le tâtonnement total. Je dirais également, une chose que nous avons constatée durant ces 100 jours est que tous ceux qui sont nommés aujourd'hui, quand vous regardez le gouvernement, vous prenez le Premier ministre, est un ancien PEMCALIS, le président acteur de l'Assemblée nationale, un ancien PEMCALIS, le président de Damiba est en train de travailler qu'avec ses promotionnaires et frères d'armes, pratiquement du même grade. Moi, ça me pose un problème. Est-ce que vous comprenez? Parce que pour la raison qui a été avancée pour faire le coup d'État, moi je pense qu'il aurait dû inclure tous les Burkinabés qui ont de la compétence. Ça, c'est ce que je constate. Maintenant, comme je le dis, nous n'avons pas le choix que de les soutenir pour qu'ils puissent quand même
pouvoir réussir leur mission pour le bonheur des Burkinabés. Parce que si ça continue comme ça, je l'ai dit la dernière fois, si ça continue comme ça, ne soyez pas étonnés que des Burkinabés demandent une autre personne à sa place. Parce qu'il n'est pas le seul militaire compétent. Et nous, ce que nous voulons, c'est un sauveur en ce moment pour le peuple burkinabé. Alors, docteur, oui, réagissez, allez-y. Moi, honnêtement, je ne comprends pas les Burkinabés. Surtout les gens comme les Badolo, moi, je ne comprends pas. On nomme les anciens, on se plaint. On prend les nouveaux, on se plaint. Que veulent-ils? Qu'est-ce qu'on veut au juste? On prend Yoro Bolo, on dit, ah, c'est un ancien, c'est un vieux, il a bouffé l'argent, on les fait revenir. On prend de nouvelles personnes, on se dit, ah, c'est les nouveaux, ils sont novices, ils ne maîtrisent pas. Qu'est-ce qu'on veut en fin de compte? Laissons, moi je dis aujourd'hui, le problème n'est pas sur les gens. Et puis, les nominations. Mais n'oublions pas que le monde fonctionne en bloc. Le monde fonctionne par génération. Moi, si aujourd'hui, si j'ai une passerelle de pouvoir, est-ce qu'on va t'étonner que moi j'appelle Badou, j'appelle Chaka? On est ensemble là. Le monde fonctionne ainsi. Vous voulez que Damiba appelle quelqu'un, un Sénégalais, qui ne connaît pas? Vous voulez qu'il appelle quelqu'un qui ne connaît pas? Le monde fonctionne en bloc, en génération, en promotionnel. C'est comme ça que ça fonctionne le monde là. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'il allait prendre des gens qui ne maîtrisent pas leur tempérament, qui ne maîtrisent pas leurs compétences, et tout? Non. Il va prendre des gens qu'il connaît, des gens qui maîtrisent leurs compétences, leur tempérament, leur attitude. Il sait qu'ils ont la même vision, ils ont la même manière de fonctionner. À partir de là, il peut produire des résultats. Donc pour moi aujourd'hui, le problème n'est pas sur les personnes aujourd'hui. Le problème aujourd'hui, c'est que nous sommes dans une dynamique. Et toujours moi je dis, le mouton ressemble à sa tête. Le poisson pourrit par sa tête. Au président Damiba, d'impulser une dynamique, même s'il a eu confiance à une ministre ou il a eu confiance à un ministre, à lui, d'accord, d'impulser. Aujourd'hui, on voit dans d'autres pays où le président a impulsé cette dynamique. Aujourd'hui, quand on prend, enfin, comparaison n'est pas raison, mais quand on prend aujourd'hui le cas malien, on prend aujourd'hui même, je prends la Corée du Sud. La Côte du Sud est partie d'où? Revenons dans le cas malien. Donc je disais qu'aujourd'hui, c'est la tête, c'est l'élite qui impulse cette dynamique-là et qui fait que les autres suivent. Donc pour moi, le problème n'est pas la nomination, le problème n'est pas d'aller ou de nommer qui que ce soit. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on comprenne qu'on a un chef d'État qui a une vision, qui impulse cette vision-là aux autres membres du gouvernement et à partir de là, les gens pour des résultats pour notre pays et bien sûr pour la population. Moi j'aimerais que le docteur Brou... Il va agir, il va réagir, vous aurez la parole tout à l'heure. Allez-y. Quand il veut prendre ses exemples, qu'il reste en Afrique. Quand vous parlez du cas malien, allez-y voir ce qui se passe au Mali. Le Mali, c'est l'Afrique. Le Mali, c'est l'Afrique. Non, il a parlé en temps d'un autre pays encore, en fait. Quand vous parlez du cas malien, quand vous prenez le premier ministre malien, quand vous suivez ce monsieur à la télé, en train de parler de comment le Mali nouveau est en train de se faire, de se reconstruire, mais vous êtes fiers d'être malien. Et nous, on a de l'admiration. C'est un monsieur qui a du talent, un monsieur qui a de l'expérience. Pas pour rien, il a été choisi. Et donc vous prenez, écoutez-moi, je n'ai pas fini. Laissez-moi. Moi, je suis fier d'être burkinabé. Écoutez, laissez-moi finir. Parce que le cas malien ne peut pas être au cas burkinabé. Je suis désolé. Bon, mais c'est vous qui avez pris un exemple sur le Mali. Mais laissez-moi terminer, monsieur. Okay, allez-y. Voilà. Quand vous regardez ce monsieur, vous sentez qu'il y a de la matière. Mais à ce jour, quel acte le Premier ministre a posé pour amener les Burkinabés même à comprendre les motivations réelles ou le programme réel du chef de l'État? Rien. Regardez la composition. Allez-y relire un peu les CV des différents ministres maliens. Ça n'a rien à voir avec nos gens d'ici. Je vous dis une chose. Quand vous parlez de choix de personnes, moi je dis, nous sommes en situation de guerre. Où le choix, quand on choisit M. Brou pour être ministre, c'est qu'on doit savoir qu'il est apte à pouvoir bien gérer son ministère, il doit apporter un plus, il doit réfléchir à trouver des stratégies et des réponses rapides. Mais à ce jour, c'est un totalement, c'est comme si on n'avait même pas de gouvernement. Et vous ne voulez pas qu'on critique cela parce que vous parlez, non, on dit Yoro Bolo. J'ai dit c'est le seul, c'est un doyen, apparemment c'est le seul qui a quand même de l'expérience. Vous avez vu même le Premier ministre, je reviens sur le Premier ministre, qui a eu à dire que on sent que des Burkinabés même travaillent
contre la transition et il demande aux bailleurs de fonds de jouer jeu clair avec les Burkinabés. Mais c'est un écart de langage. C'est parce que les gens, il n'est pas un monsieur qui rassure, qui arrive à rassurer les partenaires burkinabés que personne ne veut financer. Le choix de l'homme est toujours important. La personne que vous choisissez, quand il apparaît pour discuter, représenter un pays, ça doit compter. C'est de cela que je parle. Mais la diplomatie aujourd'hui, il y a on va passer la parole à monsieur. Dites-moi, Docteur Brou, s'il vous plaît, laissez réagir Isiaka Ouedraogo. Monsieur Ouedraogo, allez-y. Bon, vous savez, moi d'abord, je vais commencer à m'adresser à monsieur Brou. Il faut dire ce qu'on pense du fond du cœur. Il ne faut pas dire les choses pour faire plaisir aux gens. Même si les gens du MPSR vous regardent, vous écoutent, ce n'est pas pour autant qu'ils vont vous faire appel. C'est son opinion personnelle, s'il vous plaît. Oui, c'est son opinion. Je dis, mais je pense que nous sommes sur une table de débat pour non seulement informer l'opinion nationale, les téléspectateurs et les donner aussi. Oui, réagissez sur le cas. Non, oui, mais je suis en train de venir. Je suis en train de venir. Monsieur Ouedraogo a la parole. Je dis, il faut, parce que monsieur Brou dit ce qu'il ne pense pas réellement. Bon, je continue. Mais vous savez, le novice en politique est un danger pour une nation. Un grand danger pour une nation. Alors, donc, quand vous dites que le MPSR a fait le coup d'État, c'est les militaires, ils n'ont pas l'art de gouverner. Ils n'ont pas l'art de la gouvernance politique, parce qu'il faut bien préciser, la gouvernance militaire, ils l'ont, mais ils n'ont pas la gouvernance politique. Mais ils sont venus faire le coup d'État. Mais avant de faire un coup d'État, je pense qu'ils ont en fait tenu compte de tous ces aspects avant de venir faire le coup d'État et prendre le pouvoir. Et je recule pour vous donner un exemple. Fait Thomas Sankara, sous le CNR, quand ils ont fait leur coup d'État, ils avaient un programme bien défini. Le président Thomas Sankara, à l'époque, avait un programme de 10 ans dans sa tête qui ont été écrits. Et on a vu qu'il n'y a pas eu de tâtonnement. Ils avaient la suite dans les idées. Ils ont travaillé en vraie politique. Ça veut dire que c'est des gens qui se sont préparés. Ils avaient en fait une ambition pour leur pays, un programme pour leur pays. Ils sont venus faire leur coup d'État, prendre leur pouvoir et ils ont mis en exergue leur stratégie, leur plan politique qu'ils avaient en fait pour leur pays. Mais si les Damiba sont venus faire leur coup d'État, c'est parce qu'ils étaient suffisamment prêts. Donc, moi, je suis désolé qu'on me dise aujourd'hui que non, en fait, c'est des apprentis en la matière. Il n'y a pas d'apprentis dans la gestion de l'État. Je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas d'apprenti dans la gestion de l'État. C'est clair. La gestion de l'État, un apprenti dans la gestion de l'État est un danger pour l'État, pour ces pays. Donc, ne me dites pas que le président Damiba, et on doit en fait tolérer bien sûr les 100 jours parce que c'est des apprentis. Non, un apprenti ne prend pas un pouvoir. Un apprenti ne vient pas renverser un régime démocratiquement élu pour prendre le pouvoir et promettre à son peuple de faire mieux que celui qui l'a renversé, alors que dans le fond et la forme, il est pire encore que celui qui l'a renversé. Je suis désolé. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Je ne suis pas du tout d'avis. Et épargnez-nous, en fait, de ce langage, nous dit non. En fait, ce n'est pas des gens qui ont l'expérience en la matière. Voilà. Donc, je pense que quand on pose un acte, on est responsable de ces actes. Et on a assez réfléchi avant de poser l'acte. Donc... Alors, oui, Dr Brou, oui, monsieur Ouedraogo, on vous a bien compris. Moi, j'ai dit ici qu'une fois qu'on disait que le président Damiba avait 30 jours, 40 jours, j'ai dit non. Le président Damiba aujourd'hui n'a pas 100 jours. Il a commandé l'un des plus grands camps du Burkina Faso. Le camp, le plus grand camp militaire où il y a plus d'hommes. Mais il est là depuis cette crise. 7 ans qu'il est avec le président Roch. Depuis les attaques. Le président Damiba n'avait pas quitté l'armée. Non, depuis là, il est là. Donc, il n'a pas 100 jours. Il a 100 ans il a 7 ans dans cette guerre. Il faut qu'on se dise la vérité. Donc, pour moi, aujourd'hui, quand on parle de ceci, de cela, moi, je dis, c'est comme souvent, quand on classe les pauvres et les riches, je dis, la classe moyenne n'a jamais résisté. Soit vous êtes riche, soit vous êtes pauvre. Le président Damiba, son équipe réussissent, ils tiennent là-bas,
où ils ne tiennent pas, on passe à autre chose. Arrêtons de dire, comme Issaka l'a dit, arrêtons de dire, c'est un novice, les gens qui ne maîtrisent pas, ils ne sont pas novices. Un coup d'État, ça se prépare. Non, on ne vient pas comme ça, on ne peut pas parachuter, ce n'est pas possible. C'est les gens qui maîtrisent, ça ne va pas, on le dit clair, ça ne va pas les gars. Et ça va, on le dit clair, ça va. Donc pour l'instant, il faut qu'on arrête. Je dis, la nomination, les gens qu'on nomme, ça n'a rien à voir avec les résultats qu'on doit obtenir sur le terrain. Tout est question de dynamique. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je viens. Il faut nommer des gens Tout avec est question qui avoir les dynamique résultats. au niveau de la tête. On ne peut pas nommer des gens et puis se plaindre des résultats. Écoutez, quand on prend un enfant, est-ce que qui aujourd'hui, nous tous on est père, qui a son enfant, lui-même qui se lève le matin à 5h ou à 6h pour aller à l'école, c'est nous on les réveille. Le président d'Amiba, même s'il a nommé des vauriens, je m'excuse, c'est à lui de les réveiller, de mettre le feu sur les dos pour qu'ils se réveillent, pour qu'ils travaillent. Donc aujourd'hui, on ne va pas accuser quelqu'un. Je dis toujours, le mouton descend à sa tête, le poisson prie par sa tête. Si ça va aujourd'hui, le président d'Amiba doit assumer. Si ça ne va pas, il doit assumer. Laissons les gens, laissons le débat. Le débat n'est rien d'autre que la tête qui doit impulser une dynamique. Et pour moi, c'est ça qui doit être fait. Alors, voilà. donc, vous êtes clair, c'est un bilan mitigé. C'est 100 jours. Alors, le président d'Amiba doit totalement assumer. Il n'y a donc pas de novice quand on fait de coup d'État. Mitigé pour les deux. Allez, merci beaucoup à vous pour ces différentes réactions. Nous allons passer à un autre sujet. Mesdames, Messieurs, inondation de la mine de Perquois dans la province du Sangué depuis le 16 avril 2022. Alors, 8 mineurs sont coincés au sous-sol de cette mine. On a vu beaucoup de délégations gouvernementales se relier sur le site pour s'enquérir justement donc des nouvelles de ces 8 personnes. En tout cas, à la date d'aujourd'hui, jusqu'à l'enregistrement de cette émission, vendredi 6 mai 2022, on n'avait pas en tout cas réussi à sortir les 8 mineurs du sous-sol. Alors, monsieur Abraham Badolo, à qui la faute? Bon, pour moi, la faute revient au propriétaire de la mine. Parce que pour moi, avant d'installer une mine, il faut faire des études terrain au préalable. Et les questions de sécurité dans une mine doivent être très très importantes en fait. Parce que pour moi, ce qui arrive est inadmissible. Je dirais que c'est une faille dans le dispositif sécuritaire de la mine qui a conduit à cette situation et les responsabilités doivent être rapidement situées. Et c'est l'occasion également pour l'État de demander aux autres mines de leur faire des rapports en ce qui concerne les questions sécuritaires des différentes mines au Burkina Faso. Parce que vous savez, moi j'ai eu la chance de travailler dans une mine de la place. Il y a le système qu'on appelle santé et sécurité, c'est-à-dire que normalement chaque mine doit avoir son système de santé et sécurité. C'est-à-dire également, il ne faut pas attendre une crise, qu'il y ait crise, avant de faire des simulations de crise. Il faut pour prévenir les crises, il faut tout le temps qu'il y ait des périodes de simulation de crise pour montrer aux travailleurs de la mine, en cas de crise ou en cas de danger, voilà ce qu'il faut faire. Mais si vous attendez que les choses vous surprennent, vous allez être toujours surpris et vous allez mettre plusieurs vies en danger. Donc, pour moi, ce qui nous reste à faire, c'est de vraiment tout mettre en œuvre pour pouvoir évacuer rapidement les eaux du sous-sol et également prier pour qu'on puisse retrouver nos frères sains et saufs. Alors, M. Issaka Ouedraogo? Bon, je crois que c'est suite à une pluie que l'incident est arrivé, si j'ai bonne mémoire. Et je crois que le fait qu'il ait plu, ça, on peut attribuer ça à une catastrophe naturelle, et si je puis m'exprimer ainsi. Et de là maintenant à situer les responsabilités, je pense que la mine est aussi responsable que l'État. Et l'État, quand on parle d'État, on parle de nous tous. Nous sommes tous responsables de ce qui est arrivé à Perquois. Je m'explique. Et l'État n'a pas joué son rôle de surveillant et d'évaluation infrastructurelle oui. de la mine.
Parce que l'État doit, au niveau du ministère des Mines, il y a en fait une cellule qui s'occupe de la surveillance des mines. Alors, je pense qu'avant qu'une mine s'installe dans un pays, il y a un cahier de charges que celui-ci doit remplir. Il y a des directives que le pays donne à la mine par rapport à la sécurisation de la mine et aussi à la sécurisation du personnel sur la mine. Alors, si à un moment donné, notre État n'a pas joué son rôle en allant à chaque moment superviser les infrastructures qui s'y trouvent, en regardant qu'est-ce qui ne va pas, est-ce que par rapport à tel aspect et tel aspect, en cas de pluie ou en cas de tornade, est-ce qu'il n'y aura pas en fait des dégâts ou des pertes en vies humaines? Si tout ça n'a pas été évalué, si tout ça ne s'évalue pas d'année en année, de mois en mois, alors donc s'il y a une catastrophe comme ça, un problème comme ça, on ne peut pas dire que c'est la mine. La mine est autant responsable que l'État burkinabé. Et ici, je dirais que c'est une négligence en fait, de nos autorités à surveiller en fait, les mines afin que ces genres de catastrophes n'arrivent pas. Alors, d'abord, une précision. Le Premier ministre Albert Ouedraogo, qui s'est rendu sur les lieux, a déclaré que c'est suite au dynamitage en plein air, à ciel ouvert, que l'inondation s'est produite suite à la pluie. Alors donc certainement qu'il y a eu, comment on appelle ça, il y a eu un creux quelque part au niveau donc au lieu donc de dynamitage qui a permis donc l'écoulement de l'eau au sous-sol. Alors docteur, votre réaction? Écoutez, moi je vais dire beaucoup de courage aux familles des 8 victimes. L'OEA dit beaucoup de courage, de tenir bon. Il pense que Dieu a toujours son dernier mot. Mais moi, quand j'entends de tels propos, moi, ça me choque, surtout au niveau du Premier ministre. Ah oui, parce que pour moi, une autorité pour moi, ça ferme la bouche. Comment ça? Oui, parce que c'est quoi? On arrive, même si on constate, j'aurais appris qu'il y a une enquête en cours. Qu'on attend les résultats de l'enquête. On ne peut pas tirer les conclusions tout de suite. Parce qu'aujourd'hui, on tire les conclusions tout de suite. Et si demain il y a autre chose, on dira quoi? Il faut qu'on aille doucement. Le Premier ministre ne peut pas tout de suite affirmer l'irresponsabilité des dirigeants de la mine. La responsabilité de la mine. Oui, voilà. Il dit que les dirigeants de la mine sont responsables. Pour moi, à ce niveau, ce n'est pas possible. Mais c'est à partir d'un constat, non? Mais le constat, il y a les enquêtes. Qu'on aille doucement. Moi, j'ai dit une autorité, ça ferme la bouche. On constate, on laisse les choses évoluer de façon objective dans des enquêtes et après on tire les conclusions. Aujourd'hui, je prends le cas Inata. Qu'est-ce qu'on dit? Inata, on nous a dit au départ qu'il y a les jeunes, les militaires ont manqué de nourriture. Aujourd'hui, on voit un peu sur les médias et les réseaux sociaux qu'il y avait la nourriture, mais il y avait autre chose. Mais de quoi on parle? Aujourd'hui, le Premier ministre qui dit que les gens de la mine sont responsables. Moi, je dis de quoi il parle? L'État était où à la construction de la mine? Qu'est-ce que l'État fait par rapport au suivi et évaluation des mines construites? Il faut que l'État assume ses responsabilités. Aujourd'hui, ce drame qui arrive à Pekoa, c'est, j'allais dire, la responsabilité de l'État. Parce que moi, aujourd'hui, je constate que notre État n'a jamais travaillé pour protéger ses enfants. Que ce soit au plan national comme au plan international, l'État n'a jamais travaillé pour protéger ses enfants. Parce que quand un État travaille pour protéger, quand un État travaille pour aider ses enfants, mais tout se passe derrière de là. Donc aujourd'hui, il faut qu'on assume. Moi je dis, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas besoin de lâche à la tête de notre État. Il faut que des gens s'assument. Oui, il y a quelque chose, l'État doit s'assumer. Oui, on a failli dans notre fonctionnement. Oui, on a failli dans notre contrôle. Oui, on a failli dans le suivi de l'évaluation. Oui, on a failli. Et pour moi je dis, les familles des victimes doivent absolument porter plainte contre l'État. Il faut porter plainte contre l'État. C'est l'État qui a failli. Parce que, on a vu tout récemment, la mine artisanale, où il y a l'explosion. L'explosion qui s'est produite. Ça te dit à quoi? On sort d'une explosion, on arrive encore à une inondation dans une mine souterraine.
Mais ça demande que nos autorités, notre État ne travaille pas pour protéger ses enfants. Et pour moi aujourd'hui, Oui. il faut qu'on arrête le cinéma, il faut qu'on arrête le populisme. Les familles doivent porter plainte contre l'État. Oui, monsieur Ouedraogo. Mais je viens de vous dire tout à l'heure que le novice politique est un danger pour la nation. Il faut bien le souligner. Mais écoutez, et je pense que ici, si le Premier ministre a réellement accusé déjà les mines, ça c'est très grave. Parce que là, de par sa déclaration, il dit quelque chose et son contraire. On ne peut pas affirmer que la mine est responsable et vouloir encore mettre une commission d'enquête. Ça veut dire que cette déclaration devrait être antérieure à l'enquête menée, que des spécialistes des mines, du ministre des Mines et peut-être de la gendarmerie et de la police, tous dans la même commission, parce qu'au niveau du ministère des Mines, justement, en fait, il y a en fait cette structure-là où il y a des gendarmes, des policiers et tout. Okay. Donc, en fait, ces spécialistes-là fournissent un rapport détaillé impliquant la responsabilité des uns et des autres avant que le Premier ministre sorte dire que la mine est responsable. Ici, je pense que il n'est pas venu à la primature par un président élu, il est venu démocratiquement élu. C'est un coup d'État qu'il a amené comme Premier ministre. Il n'a pas besoin de populisme pour garder son fauteuil ministériel. On ne lui a pas non plus demandé de dire ce qui n'est pas vrai pour contenter nos populations. Ici, nous avons besoin des faits réels, de ce qui s'est réellement passé. Nos populations ont besoin de vérité pour mieux comprendre ce qui se passe dans notre pays, pour mieux comprendre ce qui se passe, pour que les Burkinabés meurent souvent. Mais on n'a pas besoin qu'on nous chatouille pour rire. Alors, M. Abraham Badolo, le Premier ministre Albert Ouedraogo devrait condamner ou pas? Il a condamné en tout cas. Non, ce qui est sûr, c'est qu'il a joué son rôle. Parce que, c'est-à-dire, on passe souvent le temps à accuser l'État. C'est vrai, l'État a sa part de responsabilité, mais pour moi, les fautifs dans cette histoire, ce sont les miniers eux-mêmes. Parce que, je prends un exemple. Avant de construire une maison, on fait des études, une étude de sol et autres. Et il y a des matériaux que vous devrez utiliser pour solidifier la maison. Avant d'installer la mine, c'est sûr qu'il y a des études qui ont eu lieu avant l'installation de cette mine. Mais n'oublions pas que c'est une mine souterraine. Une mine souterraine, on n'a pas besoin de vous dire que au moins une fois dans le mois, il faut essayer de faire des simulations pour voir en temps d'inondation ou en temps d'incendie comment doivent se comporter les employés. Ça, c'est automatique. C'est une logique. Et pour moi, aujourd'hui, si ça n'a pas marché, la faille d'abord et la faute revient aux gérants de cette mine-là. Maintenant, quitte du reste, quand vous dites que le Premier ministre a manqué de tact, je dirais que ce n'est pas faux également, mais je dirais que les responsabilités sont partagées. Et pour moi, d'abord, je ne peux pas arriver et ne pas accuser quand même les responsables de leur mine. C'est eux qui ont manqué de tact en fait. Donc, et comme l'a dit le docteur Brou, je suis d'accord avec lui qu'il faut également attendre le résultat des enquêtes avant vraiment que le gouvernement puisse réellement se prononcer officiellement. Sinon, quand même, ce qu'il a fait, c'est tout à fait normal parce que quand une telle situation arrive, vous ne pouvez pas arriver et vous accuser vous-même. Est-ce que c'est aux mines de travailler à protéger leurs employés? Je prends un exemple ici, la mine d'Essakane. Quand les attaques ont commencé, c'était une mine qui faisait des convois par bus. Mais quand les attaques ont commencé et que l'insécurité a commencé à monter dans ces zones, ils transportent leurs employés par hélicoptère. C'est ce qu'on appelle anticiper des choses. Donc, à ce jour, je dirais que les premiers responsables
de ce drame pour moi, ce sont les responsables de la mine. En tout cas, le Premier ministre a donné des instructions, d'après lui, à son ministre de la Sécurité, pour que les responsables de la mine ne quittent pas le pays. Alors, ce qui est très préoccupant, Dr Bro, vous allez avoir la parole tout à l'heure, ce qui préoccupe les familles et le peuple burkinabé, c'est le sort justement de ces 8 mineurs, toujours au sous-sol. Alors, on se pose une question, docteur. Depuis le 16 avril 2022, on parle de provisions dans les chambres de refuge. C'est une mine dont la profondeur serait de plus de 700 mètres, avec un couloir de près de 5 km, ce sont les spécialistes. Hein. Alors, jusqu'à quel moment ces 8 mineurs peuvent tenir? Écoutez, moi, à ce propos, je n'ai pas grand-chose à dire, parce que le Premier ministre a déjà tiré les conclusions. À cette sortie, il a dit que lui revient à Ouagadougou inquiet. Voilà, donc s'il revient à Ouagadougou inquiet, qu'est-ce que moi j'ai à dire? Je suis inquiet comme lui. C'est lui qui a été, c'est lui qui a écouté les gens. Et il dit qu'il revient à Ouagadougou inquiet. Donc je suis inquiet. Parce que je suppose qu'en disant qu'il est inquiet, c'est que c'est au vu aussi des réalités, de ce qu'il a vu, de ce qu'il a entendu. Donc voilà, donc je ne sais pas quoi dire. Oui, M. Ouedraogo, voilà. Vous êtes inquiet, comme le Premier ministre l'a dit? Non, je suis très inquiet parce que c'est quand même des frères burkinabés, même si ce n'étaient pas des burkinabés, quand même c'est des humains comme moi. Je ne peux qu'être affecté par ce qui leur arrive et mon souhait est qu'on puisse trouver en tout cas dans un délai très bref, hein, une solution à ces gens-là pour qu'ils puissent sortir en tout cas. Et ma prière est qu'en fait on puisse les trouver en vie sous tout cette à fait, terre. c'est Voilà, le plus important. Alors, M. Badolo, vous avez travaillé dans une mine. Alors, dans ce cas de figure, alors que faut-il s'attendre? Bon, vous savez que les mines souterraines au Burkina, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il n'y en a pas assez. Mais je dirais que pour moi, à ce jour, il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier parce que nous ne savons pas si ils ont été surpris par les vagues d'eau, s'ils ont pu se retrouver dans les chambres de refuge. Voilà, dans les chambres de refuge. Et même s'ils ont pu se retrouver dans les chambres de refuge, est-ce qu'il y a de l'approvisionnement, est-ce qu'ils ont de l'eau, est-ce qu'ils ont de quoi tenir pendant plusieurs jours? C'est plusieurs questions que l'on devrait se poser. Mais comme on le dit toujours, l'espoir est permis. Et nous prions Dieu. Nous prions Dieu vraiment que nous retrouvons nos frères vraiment en vie et dans la santé. Oui, l'autre question très importante, M. Ouedraogo, c'est l'action sur place pour pouvoir remonter les 8 mineurs. Alors, le pompage d'eau, ça traîne, une lenteur qui inquiète également. Hein. Mais M. Kaboul, c'est ce que je vous ai dit précédemment. Je vous ai dit que en fait, l'État devrait s'assurer d'abord de toutes les infrastructures qui devraient être sur les mines, dans toutes les mines d'ailleurs, pas seulement à Perquois. C'est-à-dire que dans le cahier des charges, quand même, il devait être en fait mentionné un certain nombre en fait, d'infrastructures d'urgence en cas de catastrophe de ce genre. Maintenant, c'est pour vous dire tout simplement que en fait, ces infrastructures n'avaient pas été prévues au niveau de la mine. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons en fait du mal à y remédier. Ça veut dire que le matériel n'est pas sur place et qu'il faut peut-être chercher à faire venir le matériel pour en fait pouvoir secourir en fait nos frères qui sont sous terre. Et c'est lamentable, c'est regrettable quand même que cela puisse arriver en tout cas à des sociétés à qui on donne en fait des permis d'exploitation de nos mines et que en fait si nos frères doivent mourir aussi de manière vraiment absurde comme ça, vraiment c'est regrettable. Docteur? Écoutez, moi je pense que c'est déplorable, c'est ce qu'on a dit. Les licences sont octroyées. Quels sont les critères? Comment est-ce que ça se passe? Comment ça se contrôle? Ça fait mal. Lorsque on vit ce genre de scène, ça fait mal. Quand on voit des frères qui sont coincés aujourd'hui, vu ce qu'on a entendu et lu, voilà, l'approvisionnement, c'est pour 2 semaines. Je pense qu'aujourd'hui, on tend vers 22, 23, 24 jours. Donc voilà, on peut avoir l'eau, la nourriture, mais est-ce qu'il y a encore de l'oxygène? Voilà, parce que l'eau,
entrant, donc toutes les voies sont bouchées. Donc voilà, c'est sûr que l'air ne peut pas tout rentrer. Et encore 700 mètres en dessus du sol, et 5 km de couloir, c'est un cauchemar pour ces personnes-là. On va prier Dieu. Je pense que Dieu a tué le dernier mot. En ce genre, en pareille situation, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est de prier Dieu. Donc on prie Dieu que les choses passent bien, mais on prie Dieu. En tous les cas, que vos prières ou que nos prières soient entendues. Autre sujet qui fait l'actualité, c'est cette initiative du ministre Drabo des Sports et des Loisirs et de la Jeunesse et de l'Emploi, l'opération Manamana qui a été lancée tout récemment. Vous avez vu justement donc comment le Premier ministre a procédé au lancement de cette opération à la Padoua, ici à Ouagadougou, une opération qui divise. Alors, docteur Brou, opération Manamana, une action citoyenne ou populisme? Écoutez, moi je dis, au fait, en réalité, il ne faut pas prouver aux gens qu'il n'y a pas de travail. Il ne faut pas prouver aux gens qu'il n'y a rien à faire. Opération Manamana, ça vise quoi? On attend quel résultat? Et avec quel budget? Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte particulier. Pour moi, aujourd'hui, tout ce qui est action qu'on mène, doit faire trembler l'ennemi, doit faire peur. Lorsque un gouvernement, un premier ministre, va lancer en ce contexte actuel une opération de cette envergure, on veut dire quoi? On veut prouver quoi? Alors, j'ai l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? L'essentiel aujourd'hui, si on veut mener une telle opération par rapport à l'action publique qui arrive, on peut laisser des consignes au ministre. Déjà, il y a plein de structures qui font ça déjà. Juste dégager juste un peu de moyens pour motiver ces personnes-là à davantage faire d'efforts pour que nos rues soient choses. On peut encore faire quoi? Aujourd'hui, les jeunes, cette crise-là, c'est quoi? C'est dû au manque de valeurs. Aujourd'hui, les valeurs citoyennes foulent le pied. Cette crise-là, c'est dû à quoi? Au manque de valeurs, comme je le dis. Aujourd'hui, il faut former les jeunes, il faut les sensibiliser sur les valeurs citoyennes, sur le patriotisme. Quand un jeune Burkinabé prend l'âme contre son frère, contre sa soeur, s'il sait qu'en le faisant, dès qu'il fait cela, il n'est plus Burkinabé, il sort de nos rangs, mais ce n'est pas évident qu'il aille dans ce sens. Donc voici aujourd'hui, en ce contexte-là, voici des actions qu'il faut mener. Mais lorsque, un premier ministre voit ces choses, je dis, mais écoutez, qu'est-ce qu'on veut dire? On veut prouver quoi? Quelle est aujourd'hui la nécessité de mener une telle action? Pour ça n'a aucun sens. Il faut qu'on comprenne aujourd'hui qu'on doit l'essentiel. Pour moi aujourd'hui, tout ce qu'on doit faire, l'ennemi doit. Parce que tout ce qu'on fait, si l'ennemi voit, ça, il prend comme l'amusement. Imaginez qu'aujourd'hui, ils apprennent qu'on est en train de mobiliser tous les jeunes au maniement des armes. On est en train de former les jeunes. Comment est-ce qu'on se défend? Parce que aujourd'hui, les attaques, on ne sait jamais. Dans nos marchés, voilà, dans la rue, il peut y avoir des attaques. Pourquoi ne pas former les populations sur ce genre de prévention? Voici des choses qu'il faut faire. Mais lorsqu'un premier ministre vient se mêler à de tels actes, c'est bien. On ne dit pas que c'est bien. Mais pour l'instant, le contexte actuel, pour moi, ça n'a pas ta raison. Alors, je le dis clair. Faut donc pas nettoyer la cité, M. Drago? Non, je suis en partie d'accord avec Brou, mais je dirais aussi à Brou qu'il faut quand même que nous rendons nos lieux sains et propres avant aussi de nous engager sur la lutte sécuritaire, parce que c'est quand on est bien portant qu'on peut aussi combattre le terrorisme. Alors donc, je m'en vais aussi dire que moi, je considère ça comme une action citoyenne si réellement elle implique une contribution citoyenne. Pour tout simplement dire quoi? La contribution citoyenne veut dire tout simplement ici que ce n'est pas l'État qui va débourser de l'argent pour payer des râteaux, des dabas, des pelles et autres, pour qu'on ne dise pas que voilà, il faut débloquer peut-être 100 millions, 200 millions pour le ministère de la Jeunesse et des Sports
pour en fait le nettoyage des villes. Non, une action citoyenne dans un contexte actuel, le contexte que nous vivons au Burkina Faso, les actions citoyennes sont les bienvenues. Mais il faut que ce soit des actions contributives, où le citoyen lui-même va se donner lui-même ses propres moyens pour aider la nation. Là, dans ce contexte, je considère ça comme une action citoyenne. Mais je ne la considère pas comme action citoyenne si c'est l'État qui doit débourser de l'argent pour payer le matériel de nettoyage. Et alors, donc là, il y a mal donne quelque part. Et c'est comme le dirait quelqu'un, un DG qu'on a nommé, qui est venu trouver que le budget il n'y avait rien à faire. Il a fait tomber tous les murs pour reprendre en fait la clôture en fait de la cour. Tout ça pour avoir en fait de quoi en fait grignoter dans le budget. Alors donc là, je ne suis pas d'accord pour ce genre en fait d'actes. Sinon, je suis d'accord pour les actions citoyennes, mais que ce soit en tout cas inscrit dans une logique citoyenne. De contribution citoyenne. Exact. Monsieur Badelo. Bon, moi, je ne vais pas tourner. Je pense que c'est du populisme pour moi. Parce que le jour du lancement de l'action, nous avons vu des citoyens avec des t-shirts écrits MPSR. Je me suis demandé si le MPSR était en train de devenir un parti politique ou quoi. Parce que je n'ai vraiment rien compris par rapport à ces genres d'actes et d'attitudes de la part de certains citoyens burkinabés. Vous savez, moi j'ai l'impression que ceux qui ont été choisis par le président Damiba ne mesurent pas l'ampleur de la tâche et de la situation que traverse notre pays. Opération Manamana, c'est bien. Pour moi, il aurait fallu juste trouver des ressources pour aller motiver et encourager nos mamans qui se lèvent chaque matin pour nettoyer et balayer les rues, pour rendre nos capitales et nos villes propres. Se lever pendant que nous sommes en guerre, pendant que des gens meurent de faim. Moi, j'aurais voulu voir que le Premier ministre était en train peut-être de faire une quête, peut-être même au grand marché, avec un seau pour demander aux citoyens de cotiser. Ah là, il devient Garibou maintenant. Non, c'est une citoyenne, l'action est citoyenne, pour demander aux gens de cotiser pour qu'on vienne en aide à nos déplacés. Ça allait être plus symbolique que d'aller balayer des rues. Vous savez, moi je pense qu'il faut quitter dans le populisme. Le peuple burkinabé n'a pas besoin de ça en ce moment. Je vous dis, chaque jour que Dieu fait, les attaques continuent. Chaque jour que Dieu fait, nous avons de nouveaux déplacés. Et jusqu'à présent, avec cette crise qui est de la faim qui est en train de venir, il devrait être en train de réfléchir à comment trouver des stratégies pour pouvoir quand même assouplir un peu les souffrances des populations. Vous voyez cette question de vie chère. Moi, j'aurais voulu voir le Premier ministre entrer en civil avec peut-être un seul garde-corps en train de se balader dans les marchés, dans les boutiques et yards pour essayer de s'imprégner de l'augmentation des prix des denrées de première nécessité. Il faut qu'eux-mêmes constatent ce qui se passe sur le terrain. Aujourd'hui, on parle d'augmentation de sacs de riz. Mais combien parmi eux ont eu à payer un sac de riz récemment? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que ces ministres partent encore dans les alimentations pour faire des achats? Est-ce que vous comprenez? Donc, pour moi, il faut arrêter le populisme et aller à l'essentiel. Les gens sont en train de mourir. La famine est en train de s'annoncer à grands pas. Quelle stratégie il faut entreprendre pour soulager les populations? Et moi, je dirais que le Premier ministre, même, à l'heure actuelle, il ne devrait même plus être au Burkina. Il devrait être en train de faire des tournées pour expliquer la situation réelle que vivent les populations burkinabées, pour que les gens puissent nous venir en aide. Et même quand on parle de la ministre des Affaires étrangères, à l'heure actuelle, elle ne devrait même plus être à Ouagadougou. Elle devrait être en train de chercher des partenaires, taper à toutes les portes, faire des réunions, demander à tous les Burkinabés qui ont des relations, de pouvoir mettre leurs relations à contribution pour pouvoir sauver le Burkina Faso. C'est ce qu'il faut aujourd'hui. Il devrait être en train de tourner. Aujourd'hui, vous savez que cette guerre ne peut se gagner que par le rapport de force.
Aujourd'hui, nous avons besoin d'équipements militaires. Moi, j'aurais voulu voir le Premier ministre en train de se balader dans des pays comme la Turquie ou bien les États-Unis ou bien, je ne sais pas, pour voir les équipements qu'il faut à nos FDS et trouver des solutions pour revenir faire le point au président d'Amiba. Mais ce n'est pas ce que nous constatons. Nous constatons un tâtonnement qui ne dit pas son nom. Et jusqu'à présent, les gens se posent des questions. Est-ce que ces gens-là savent où ils sont en train d'amener le peuple burkinabé? Moi, c'est ce que je veux en réalité. Je veux savoir que les choses bougent sur le terrain. Nous tous, nous avons des partenaires à l'étranger. On peut nous mettre à contribution. Si on nous demande d'aller échanger avec nos partenaires sur leurs besoins, nous allons le faire. Est-ce que vous voyez? Mais ce n'est pas le cas. Et à ce jour, on ne sent même pas l'union. Tous ceux qui sont là aujourd'hui ne prônent pas l'union des Burkinabés. Pourtant, vous savez, sans union, ça va être difficile pour nous de pouvoir gagner cette guerre. À ce jour, il faudrait que chaque Burkinabé sache qu'il doit être le premier militaire du pays. En jouant son rôle, si tu vois des actions suspectes à quelque part, tu dois pouvoir informer les FDS. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire qu'il faut que nos autorités sensibilisent les Burkinabés à savoir que c'est tous ensemble que nous allons pouvoir relever le défi de la sécurisation de notre territoire. Mais s'ils sont là, ils font de la discrimination, de la division et autres là, ça ne va pas marcher. Est-ce que vous comprenez? À ce jour, il faudrait, pour moi, qu'on organise des réunions élargies, que le président tienne un discours franc avec les Burkinabés. Tout Burkinabé, que tu sois à l'intérieur du pays ou à l'extérieur du pays, si tu peux mettre ton carnet d'adresse à profit pour qu'ensemble nous puissions trouver les moyens nécessaires, les moyens logistiques, les moyens financiers pour pouvoir aider le Burkina Faso, personne ne doit hésiter à le faire. Mais s'ils sont là dans le tâtonnement, ça décourage et les gens vont s'atteler à les regarder. Oui, docteur, réagissez. Écoutez, je pense que Badolo, il est dans son truc aujourd'hui. On n'a pas besoin aujourd'hui, M. Kaboré. Ce pays-là, il doit avancer. Un Premier ministre, mais en principe aujourd'hui, il est en train de nous rédiger un PNDS, un point de vue stratégique. Nous sommes en crise, mais il faut construire ce pays, il faut le développer. Oui, parce que même aujourd'hui, cette crise-là, si on n'a pas d'argent, si le pays ne produit pas de la valeur, on ne pourra pas la gagner. Bon, mais quand on demande qu'on n'a pas de travail, il n'y a rien à faire, il faut venir. Non, nous sommes d'un côté particulier. Moi, je dis, même au lieu de faire ça, il faut aller au front. Être à côté des jeunes, ça les motive, ça les galvanise. Donc, pour vous, l'opération Maramara n'est pas une priorité, M. Ouedraogo. Ça, c'est clair. C'est ça? Ce n'est pas une priorité, M. Ouedraogo. Non, ça fait partie des priorités. Parce que, vivons dans des lieux propres, parce qu'il faut qu'on soit propre, il faut vivre dans un cadre sain. Oui, bien sûr, il faut qu'on soit bien portant pour lutter pouvoir agir sainement, docteur. Non, écoutez, parce qu'il faut faire la part des choses. On n'a pas dit que l'opération Maramana n'est pas une bonne chose. C'est une très belle chose. Mais aller impliquer jusqu'à la troisième personnalité de notre pays, j'ai dit ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Mais lui aussi, il a besoin de propreté, M. Brou. Mais écoute, bon, il n'a rien à faire, Isaka. Il n'y a rien à faire en réalité. Parce qu'aujourd'hui, regardez, au plan économique, il y a quoi qui pointe à l'horizon? On ne parle pas de développement. Il n'y a rien. Moi, j'ai peur. Moi, je me dis, est-ce qu'on va continuer? Est-ce que d'ici à 5 mois, 6 mois, est-ce qu'on pourra continuer à payer les salaires? Il n'y a aucun programme de développement. Aujourd'hui, voilà, si les entreprises, si les gens arrivent de payer les impôts, si les gens arrivent de payer les taxes de douane, est-ce qu'on pourra continuer? Parce que la seule ressource, c'est ça aujourd'hui. Les impôts, voilà, les taxes de douane, tout et tout. Donc vous convenez avec moi que rien ne va? Écoutez, Ishaka, bien, nous parlons de l'opération Maramana. Je dis que la troisième personnalité du pays n'a pas jusqu'à aller s'impliquer, se mettre en maillot, avec des pelles. Il y a beaucoup à faire. Il y a mieux que ça à faire. Badolo l'a dit. Aujourd'hui, c'est d'aller à l'international. Regardez le président ukrainien. Il n'est pas politique. Mais regardez comment il conduit cette crise face à la grande Russie.
Mais la Russie, c'est là, l'Ukraine se vend. Aujourd'hui, notre pays ne se vend même pas. Tout est... Non, M. Kabore, moi j'ai mal. Honnêtement, j'ai mal. Et pour moi, à la limite, regardez par exemple, je reviens encore la sortie du Premier ministre. Aujourd'hui, on dit, il y a des, quand on prend l'ami de Pekoa, on dit que des psychologues travaillent avec les familles. Le Premier ministre va dire, lui, il est inquiet. On dit qu'il y a des spécialistes qui travaillent avec la famille pour remonter le moral. Et le Premier ministre dit, lui, il est inquiet. Mais tout le travail que fait les spécialistes, c'est fini. Mais qu'est-ce qui se passe? Il faut que nos autorités, à la limite, bon, je ne sais pas comment ils sont entourés, qui les conseillent, qui est à côté d'eux, mais il y a problème de la communication, de la posture, de la façon de faire tout et tout. Aujourd'hui, le pays est en crise, mais ce pays-là doit bouger, doit être en mouvement. Le Burkina Faso est en mouvement. Est-ce qu'il fait un coup d'État? Est-ce qu'on a vu Paul Kagame? Aujourd'hui, voici l'Égypte, Al-Sisi, aujourd'hui. On a vu Général de Gaulle en France. Les militaires n'ont pas tout été mauvais au pouvoir. Il faut qu'on se réveille. Ils ont besoin, moi je dis, c'est ce que je disais tout à l'heure à Badolo, on n'a pas besoin d'être spécialistes. Dans notre pays ici, on a des opérateurs économiques qui n'ont pas le grand niveau, mais qui sont multimilliardaires. Même au plan international, on voit des gens qui sont multimilliardaires, mais qui n'ont pas le grand niveau. Mais dans leurs équipes, ils ont des spécialistes, ils ont des experts. On peut être ministre, on n'a pas le niveau, oui. Mais on a des spécialistes, on a des experts autour qui font le boulot. Et ça peut se faire aujourd'hui. Est-ce qu'on n'a pas besoin de ce pays-là? Mais tous ces femmes, moi il y a des ministres que j'ai appelés pour des propositions. Je vous rappelle, ça se ferme. On vous met en contact avec quelqu'un, il vous ferme. Est-ce qu'on va continuer comme ça dans ce pays? Mais le résultat, c'est ce qu'on voit des premiers ministres, troisième président du pays, qui vient se mettre, il se met en l'équerre, il se met en t-shirt et il vient, il fait le populisme, il se met la poussière et il va se laver et demain il prend sa cravate, il s'en va au bureau. On est où là? Il faut qu'on soit sérieux dans ce pays. Il faut qu'on arrête cette façon de faire. Aujourd'hui, on a besoin du politique d'emploi. On a besoin du politique de développement. C'est un million qu'on met pour payer ses râteaux. C'est un million qu'on met pour payer ses pelles. Voici la période pluvieuse qui arrive. Est-ce que les parents ont eu les bonnes semences? Est-ce qu'il y a eu des intrants agricoles? C'est ça qu'on a besoin aujourd'hui. Est-ce qu'on s'assoit pour réfléchir? Arrêtons ça. Arrêtons ça un peu. Ce pays-là, un coup d'État n'a jamais été un frein au développement d'un pays. Je suis désolé. Un coup d'État n'a jamais été un frein à l'avancée d'un pays. Et puis les militaires. Aujourd'hui, voici un on met à la tsunami, mais c'est spécial en énergie. Les militaires, certes, ils manient l'âme, mais ils sont des spécialistes en certains domaines. Le président d'Amimba, c'est un calé. Il a de l'expertise. Mais qu'est-ce qu'il attend? S'il ne peut pas aller, il y a des Burkinabés qui sont là, qui maîtrisent certains sujets. Oui, donc, qui se fasse entourer, oui. Il faut qu'on arrête ce genre d'action. Aujourd'hui, on n'en a pas besoin. On a compris. Docteur Guy, on espère que ça va s'ouvrir. On espère bien. Alors, nous allons changer de cap. Liberté de presse, le Burkina Faso. Un recul de 4 points au plan international. Alors, Abraham Badolo? Non, c'était prévisible. Comment on peut expliquer ce recul? Non, c'était prévisible parce que vous avez vu, nous avons même évoqué cela la semaine passée, vous avez vu un peu la déclaration des responsables de presse par rapport aux tentatives de musulmans de la presse burkinabé. Donc tout cela a servi à nous faire reculer de place. Et c'est vraiment déplorable. Parce que quand même, en matière de liberté, le Burkina de presse, le Burkina Faso est un pays qui a prouvé, de par le passé, quand même sa force. Parce que des gens ont donné leur vie pour cette liberté de presse-là. Et le Burkina Faso, aujourd'hui, fait partie, en termes de presse, exemplaire. Est-ce que vous comprenez? Parce que nos presses ont toujours été républicaines. Est-ce que vous voyez? Mais nous avons l'impression que si nos presses ne se réveillent pas, sous ce régime-là, nous allons encore, d'ici l'année prochaine, reculer. Cette fois-ci, ça ne sera pas de 4 points, mais de 20 points. Parce qu'à ce jour, je pense qu'il est important d'interpeller le chef de l'État face à cela.
Parce que c'est une honte même pour lui. Parce que quand il a fait son coup d'État, il a rétabli la Constitution, c'est-à-dire que nous vivons un semblant de démocratie. Donc, en cela, on ne peut pas venir essayer de museler la presse. Il faut laisser la presse faire son travail. Et ce que je peux dire également, c'est que nous devons tous soutenir cette presse-là pour qu'elle puisse vraiment être plus forte qu'avant pour pouvoir quand même donner les informations réelles au Burkinabé. Alors, M. Abraham Badolo, il est important de préciser que c'est le rapport 2021. Damiba n'était donc pas à la présidence. Donc, de toute façon, lui, s'il est venu, on voit qu'il y a des tentatives et tout ça peut être mis dans le même sac. Donc, il n'est pas comptable, il n'est pas comptable des résultats qui sont présentés. C'est en 2021. Alors, Issaka Ouedraogo, votre réaction sur ce recul? Bon, M. Kaboré, je crois que par principe, tout citoyen a le droit d'exprimer ou de diffuser ses opinions dans le cadre en fait, des lois et règlements en vigueur. Et je pense que la Constitution, dans son article 101, en fait, précise un certain nombre de dispositions voilà, liées à tout cela. Au fait, moi, au niveau de la liberté de la presse dans notre pays, moi, je n'ai aucun problème. Si quelqu'un parle, il n'a qu'à passer l'action. Au fait, moi, j'attends les actions. Le président Damiba et son équipe, ou bien quiconque n'a qu'à... Voilà, ils n'ont qu'à parler. Mais on attend les actions. Nous tous, on va réagir aux côtés de nos frères et sœurs des médias. Mais moi, je dis, au fait, moi, quelque chose qui me choque en Afrique, ces classements internationaux, mondiaux. Moi, il faut qu'on sorte de là. Parce qu'après, on nous dit que les autres, là, comment nous dites. Mais c'est nous-mêmes. Regardez aujourd'hui. Quand on nous dit qu'au Burkina, je dis n'importe quoi, peut-être un Burkinabé sur 2 vit avec moins d'$1 par jour. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous, matin quand on se lève là, nous on ne cherche pas à payer pain, on ne cherche pas à payer lait, on ne cherche pas à payer du sucre. Nous là, c'est notre taux, c'est notre babinga qui nous intéresse. Donc on ne peut pas dire que voilà, le Burkinabé, voilà, un Burkinabé sur 2 vit avec moins de $1 par jour. Je suis désolé. Il faut qu'on arrête ça. Aujourd'hui, on dit on a reculé de 4 points, on a monté 5 points, les gens se réjouissent. Sortons de ça. Moi, j'ai dit ça n'a aucun sens. Nous-mêmes ici, on peut évaluer notre presse. Est-ce qu'on a besoin de classements? Ces classements, ça fait quoi? Nous, on a reculé de 4 points, donc voilà. Pour moi, il faut sortir de cette façon de faire. Pour moi, ces classements mondiaux internationaux là, il faut sortir de là. On n'a pas besoin que des gens soient de l'autre côté pour dire que nous là, on a eu 20 points, on a eu 100 points, on a eu 0 points. Nous-mêmes là, on peut juger de notre presse. On peut juger de la liberté ou non, ou bien du musulman de notre presse. On n'a pas besoin des autres. Moi, je dis clair, parce que moi, ça me fait mal. Pour rapport à quoi? Et regardez, les réalités burkinabèses sont différentes des réalités françaises. Les réalités mexicaines sont différentes des réalités sénégalaises. Les réalités de l'autre côté sont différentes de nos réalités ici. Nous soyons sérieux. Sincèrement, moi, je dis à nos organes de presse, je dis à toute la confédération des hommes des médias, sincèrement, moi, je m'incline, je ne maîtrise pas tous les milieux, mais sortons un peu de ces choses-là. Nous-mêmes ici, on peut évaluer le degré de liberté ou bien le degré de musulman. Sortons un peu de ces choses-là. Parce qu'après, ils nous disent, parce que quand on n'aime pas la tête de celui qui est là, on a vu dans certains pays. Aujourd'hui, on va au Mali, où des gens montrent toutes les choses à toutes pièces pour incriminer les autorités maliennes. Arrêtons ça un peu. Sortons de ces classements mondiaux internationaux. Nous-mêmes, là, jugeons de notre presse. Est-ce qu'on peut pas dans notre pays? Est-ce que nous, on fait notre travail? Est-ce que les choses se passent bien? Oui, on a compris. Voilà. Alors, M. Ouedraogo, en Afrique francophone, vous allez réagir tout à l'heure, mais en Afrique francophone, la presse burkinabé est en pole position. Elle est première. C'est quand même une note très satisfaisante. On doit se réjouir. Écoutez, moi, je ne me réjouis pas que cela soit en Afrique francophone. Je me réjouis si cela est une effectivité dans mon pays.
Parce que le rang francophone, c'est pas ça. Il faut que cette liberté soit perceptible Voilà, au plan national. Voilà, au plan national. Voilà, tant que ce n'est pas perceptible au plan national, tant que ce n'est pas tangible, alors on ne peut pas se réjouir que le Burkina soit, en fait, on ne peut pas être, si on est premier parmi les médiocres, ben, à quoi ça sert? Ça ne sert pas. Mais il faut être premier parmi les élites. Oui. Voilà, nous voulons être premiers parmi les élites. On ne veut pas être premier parmi les médiocres. Mais est-ce qu'au plan national, il n'y a pas de la liberté de presse? Non, oui, non, il y a la liberté de presse. La preuve en est que nous sommes sur le plateau et nous disons ce que nous pensons en fait du régime. Et ils prennent aussi bonne note et ils prennent ce qui est bien pour eux, ce qui n'est pas bien pour eux. Ils peuvent en fait, bien sûr, en fait, s'inspirer en fait des conseils que nous donnons. Ça, c'est une liberté. Mais nous disons que en fait, ça a été entaché à un moment donné. Quand on voit par exemple les sorties un peu risquées du chef de l'État et souvent le ministre en fait de la sécurité qui met les citoyens et les journalistes en garde, ça veut dire que bon voilà, et la liberté d'expression est en train d'être un peu entachée. Hein, voilà, c'est de ça que nous parlons. Je pense que actuellement il faut qu'on ait les choses de façon objective. Hein. Sur le président Damiba, moi je ne vois pas. Parce que sur le président Roch, on a vu la coupure d'Internet. Lorsque des ministres porte-parole disent que nous, on n'a pas de compte à rendre au peuple. Voici des choses. Monsieur Brou, les gens insultaient le père et la maman du président Roch Marc Christian Kaboré ici, sans qu'il veuille en fait enfreindre à la liberté d'expression. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur le président Roch Marc Christian Kaboré ici? On a vu des gens qui étaient enfermés. La coupure d'Internet, c'était pour des raisons sécuritaires. C'était pour des raisons sécuritaires. Ça faisait partie des raisons sécuritaires, je suis désolé. Ishaka. Mais le président Roch Marc Christian Kaboré, on a insulté sa mère, son père, ses frères, tout ici. Mais il n'a jamais coupé une radio. Il n'a jamais interdit une émission. Il n'a jamais mis en garde les journalistes. Je suis désolé. Ishaka, soyons sérieux. Oui. En Ukraine aujourd'hui. Non, laisse l'Ukraine. Laisse ça. Laisse ça. Non, laisse ça. Soyons sérieux. Je t'ai donné des exemples tangibles. Couper l'Internet. Moi, je parle de l'intangibilité de mes propos. Je suis désolé. Je parle de l'intangibilité de mes propos. Mais de quoi tu parles? Non, je t'ai donné des preuves tangibles. Donne-moi des preuves tangibles. Lesquelles? Le président Roch Marc Christian Kaboré. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de lui ici? Quelle injure on n'a pas proféré à son encontre? Le président Damiba, on fait des audios, on l'insulte. Dites-moi. C'est qu'on a fait au président Roch Marc Christian Kaboré. Si on fait ça à Damiba ici, il va tous les arrêter. Je suis désolé. Je dis. Ah non, arrêtons ça. Hein. Allons-y faire au fait. Non. Allons-y faire au fait. Sous le président Damiba, quelles sont les actions qui ont été menées qui ont enfreint la vie de la presse? Mais voilà ici, Damiba même interdit aux gens de le filmer. Ah, mais écoute, arrête-moi ça. Non, arrête-moi ça. Sérieux. Arrête-moi ça, Bourou. Non, je suis désolé. Monsieur Badolo, allez-y. Monsieur Badolo, allez-y. Revenons dans le débat. Moi, je pense que M. Brou doit comprendre une chose. Roch Marc Christian Kaboré n'est plus le président du Faso. Il a été victime d'un coup d'État. Moi, je n'analyse plus l'ère de Roch Marc Christian Kaboré. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la survie du Burkina Faso. Et ceux qui ont fait le coup d'État nous ont dit qu'ils avaient la solution. Et c'est leurs actions que nous devons analyser. Toujours venir vouloir revenir en arrière. Je vais vous dire une chose. Si on ne peut pas venir classer, même le classement de 2022, le coup d'État a fait qu'ils ont tenu compte du coup d'État dans le classement. Mais enfin, quoi, qu'est-ce que le coup d'État fait? Qu'est-ce que le coup d'État a fait dans la liberté de la presse? Dites-moi aujourd'hui, les gars. D'abord, un coup d'État est illégal. Un coup d'État, ça met en retard un pays. C'est politique. Est-ce que vous comprenez? C'est politique. Monsieur Brou, je vous ai dit la dernière fois, nous sommes dans une démocratie à visage militaire. Je vous l'ai dit ici la dernière fois. C'est une démocratie à visage découvert. Allons-y aux actes concrets. Sous le président Damiba, qu'est-ce qui a été posé comme acte qui a enfreint à la vie de la presse? D'accord, ok, d'accord, je te le cite tout à l'heure. À part l'incident. Non, je te le cite. À part l'incident que les journalistes. Mais c'est des incidents majeurs. C'est à prendre en compte. C'est des incidents majeurs. C'est à prendre en compte. C'est des incidents majeurs, monsieur. Moi, je dis, oui. On a reculé de 4 places parce que l'Internet a été coupé. Non. On vous dit, on t'a dit que le Burkina a reculé de 4 points en arrière depuis la prise de pouvoir par le MPSR, dû à l'instabilité politique qui a occasionné justement, en fait, tout ça.
L'instabilité politique. Le rapport, c'est ça. un rapport, est clair. de 2022. C'est pas de 2023. 3 mai 2022. Donne-moi quelques actes. Quelques actes. Non, moi je pense que... Non, Allez, pense il n'y a que pas M. plus Cameroun- aveugle que celui qui ne veut pas voir. Brou, Toi, tu ne Monsieur veux pas Brou, voir. oui, on peut oui. plus lire Monsieur dessus. Brou fait de l'assurance. Alors, Il a bien lu la déclaration des responsables de presse. Ils ont eu à dénoncer certains manquements et c'est des manquements qui ont été prouvés. Et ce n'étaient pas les premiers manquements d'ailleurs. Il y en a eu plusieurs. Donc venez nous dire aujourd'hui qu'il faut... Attendez. Soyons sérieux. Bien. Soyons sérieux. Je vous dis. Si moi, on a je reculé de pense 4 que- places, Je pense que... en temps de crise, on peut dire que la presse, il y a de la communication au niveau presse peut être biaisée. Parce qu'aujourd'hui, lorsque les journalistes n'ont pas la possibilité d'aller peut-être à Djibo, vérifier les informations que le gouvernement donne. Lorsque le gouvernement dit que nous, on a tué 10 terroristes, en temps normal, lorsque LCA, par exemple, reçoit du gouvernement qu'ils ont tué 10 terroristes, peut-être ce n'est pas Akaya, auquel le vrai journaliste doit vérifier cette information. Est-ce que c'est vrai? Mais aujourd'hui, la situation fait que les gens consomment tout ce que le gouvernement dit. Cela, normalement, en temps de crise, il y a ce que les spécialistes appellent l'autocensure. C'est-à-dire que la presse elle-même n'arrive pas à se déployer de façon convenable. Souvent, l'information est consommée de façon volontaire parce qu'on n'a pas la possibilité de vérifier cette information. Moi, je dis, cela peut nous faire reculer. Mais dis aujourd'hui, normalement, chaque jour, on voit les photos du président Damiba. Moi, je dis, Les anciennes photos. Moi, je suis clair dans mes analyses. Moi, je ne suis pas là pour supporter un président. Je suis là pour un système. Je suis là pour voir les choses de façon objective. Moi, je n'ai rien contre le président Damiba, ni contre, ni pour. Je suis là en tant que citoyen pour dire les choses de façon claire. Je dis aujourd'hui, il n'y a pas un acte, à part l'incident qui a été reporté. Aujourd'hui, elle a fait son travail. Tous les journalistes font leur travail aujourd'hui. Sous Damiba, est-ce qu'on avait un journaliste qui a été en prison? oui, on n'a pris pas le Oui, temps. je On n'a pense pris pas. pas le temps, monsieur. Non, arrêtez un peu de dire les choses. Oui, allez-y rapidement. On n'a pris pas le temps. Je vais vous Oui. dire quelque chose. Vous savez, moi, en fait, ce qui me déçoit un peu ici, c'est que le Burkinabé, souvent, nous voulons quelque chose et son contraire. Les Burkinabés veulent qu'il y ait, en fait, véritablement un résultat positif dans la lutte contre le terrorisme, mais les Burkinabés se refusent des sacrifices. Les Burkinabés se refusent des sacrifices. Mais il faut se sacrifier pour pouvoir arriver à bout en fait, des terroristes. Je vous dis que la coupure d'Internet, moi j'ai approché les autorités militaires à l'époque. Je les ai approchés pour comprendre pourquoi ces coupures, chaque fois d'Internet, parce que c'est un frein à la liberté d'expression. Mais vous voyez, la lutte contre le terrorisme ne peut, en fait, ne peut aussi, à un moment donné, prospérer que si, en fait, il n'y a pas ce genre d'action. Pendant que, par exemple, nous sommes à Ouaga ici, M. Badolo, et que, en fait, se prépare une opération sur à l'est ou au nord, mais par Internet, par le net ou par le WhatsApp, les terroristes sont automatiquement informés. Alors, à un moment donné, pour plus d'efficacité, il a fallu que les autorités militaires coupent Internet pour pouvoir mener certaines actions. Et moi, je pense que c'était pour la sécurité de notre pays. Ça, ce n'est pas un frein à la liberté d'expression. Je vous rejoins. Attends, on parle parce qu'on a envie. Non, je vous rejoins. Ishaka. Monsieur Brou, vous Ishaka. savez... Je dis, Écoutez, si on coupe l'Internet parce que pour problème de sécurité, c'est qu'on a coup d'idées, on a coup de Non, mais je stratégie. suis Je désolé. dis clair. Oh, Non, pas monsieur du Brou, tout. oh là là, Le- oh là non, là, c'est oh clair. là La là, stabilité oh là là. On d'une coupe nation- l'Internet Oh là parce là. que... Pour la stabilité et la Attends, survie écoutez. Attends, de quoi d'une nation, vous des parlez? populations, Oh là là. ça, ce n'est rien. De quoi Oh vous là là. parlez? Oh On là là. coupe l'Internet, S'il vous c'est plaît, juste parlez. parce que pour des raisons sécuritaires. Monsieur Abraham Badolo, laissez monsieur Dr Brou, c'est bon. Allez, monsieur Badolo réagissez. En réalité, moi, je me souviens qu'à cette époque, nous avons tous approché, nous avons tous des connaissances au sein des FDS et autres. Nous avons approché certains pour comprendre. Ils nous ont fait ressortir cette histoire d'opération qui était dévoilée bien avant même que ça ne débute dans certaines régions. Ça, c'était le premier point. Et le deuxième point également, il y avait cette suspicion de coup d'État qui était en préparation. Il faut le dire aussi. Tout ça, c'était pour essayer d'anticiper tout cela. La déstabilisation du régime. Mais je vous dis, ce qui a manqué,
réellement à l'ancien régime, c'était le manque de communication. Exactement. Et malheureusement, sous ce régime encore, nous assistons malheureusement à pire, à un manque de communication totale. Les Burkinabés ne savent pas où ils vont. Il n'y a pas de communication de la part du président du Faso, il n'y a pas de communication de la part du Premier ministre, il n'y a pas de communication de la part du président de l'Assemblée nationale. Les gens sont tous dans le flou total. Personne n'est capable de nous dire aujourd'hui où le Burkina Faso est en train d'aller. Personne n'est capable de nous dire. Personne n'est capable de nous dire. Aujourd'hui là, qu'est-ce qui est fait concrètement. Personne n'est capable de nous dire qu'est-ce qu'ils envisagent de faire concrètement sur le terrain pour pouvoir quand même ramener la sécurité dans le Burkina, dans notre pays. Et le plus inquiétant est que on voit des... C'est comme quand on... Moi, je prends un exemple. Brou l'a dit ici. Moi, en tout cas, je n'ai pas encore tenté de rencontrer un ministre nouvellement nommé, mais on attend dans les coulisses. Brou a tenté? Bon, il a dit qu'il a tenté de faire des propositions, mais il n'a pas été reçu. Il n'est pas le seul à le dire ici. On nomme des gens... Excuse-moi, Badolo. Et même quand l'expert t'appelle, il demande que tu laisses lui. Quand il commence, il dit tu reviens. Et voilà. On ne peut pas continuer comme ça dans un pays. Je suis désolé. Monsieur Brou. C'est clair, je vais vous dire une chose. Nous sommes en période de guerre. Un monsieur comme Isaka, s'il peut apporter quelque chose, une pierre pour que nous puissions nous en sortir, il ne doit pas hésiter en tant que citoyen à aller vers une autorité pour lui faire des propositions. Mais si on vous nomme, si ce n'est pas hormis parce que le coup était arrivé, vous pensez que tous ceux qui ont nommé, ils allaient avoir la chance un jour peut-être d'être des ministres ici? Soyez humbles. On a l'impression qu'à ce jour, au Burkina Faso, quand vous devenez une autorité, vous oubliez carrément votre passé. Quand on nomme quelqu'un, que ce soit un jeune, un vieux, quand on l'installe dans ses fonctions, il devient une autre personne. Non, nous sommes en situation de crise. Ces gens-là doivent être ouverts aux propositions. Mais si vous êtes enfermé, vous êtes là, vous n'avez pas de solution. Vous n'avez pas de relation. Il y a des gens qui ont des contacts à l'étranger. Moi qui suis assis ici, moi en 2018, j'ai fait venir des partenaires ici pour venir investir dans plusieurs domaines. Mais à l'époque, on n'a pas reçu ces partenaires. C'était mieux qu'on refusait. Badoro, j'ai fait la cour au président d'Amiba, vous voyez. Et après, on va dire c'est docteur. Je ne fais pas la cour au président d'Amiba. Je dis que j'ai assez de relations à l'international pour pouvoir aider à sortir mon pays de cette crise que nous vivons. Et je n'ai pas... Je suis en train de mettre ces relations... C'est un clin d'œil, il fait la cour. Est-ce que vous comprenez? Alors, merci. Donc, merci. Pour terminer, je vais dire à M. Brou que, à ce jour, toute personne, et moi je lance ce cri de cœur, toute personne burkinabé ou qui est amie au Burkina, les gens doivent conjuguer leurs efforts pour aider ces gens-là à ramener la paix et la sécurité dans notre pays, parce qu'on n'a pas deux nations. Mais eux également doivent être des gens ouverts, des gens humbles. Les gens ne partent pas vers eux parce qu'ils ont besoin d'argent. On n'a pas besoin de leur argent. D'ailleurs, le salaire d'un ministre, c'est combien? Nous payons tous des salaires ici. Nous avons tous des employés. C'est parce que nous savons que nous avons un plus à apporter que nous allons vers ces personnes. Donc moi, j'invite les autorités à pouvoir être plus accessibles aux messieurs comme, comme les gens Brou là. C'est important. On puisse ensemble trouver des solutions pour sauver le pays. Moi, je dis quelque chose. 30 secondes, s'il vous plaît. Aujourd'hui, le problème du président d'Amiba et de son équipe, c'est la communication, comme Badolo l'a dit. Ça ne communique pas. On ne peut pas. En fait, ça fait mal. Ça fait mal. Et lorsqu'on apporte des autorités, ils ne sont pas prêts. Aujourd'hui, nous, on ne vient pas vous commander. Est-ce qu'on doit souffrir pour aider notre pays? Lorsqu'on a des autorités en face de nous qui peuvent apporter un plus, je suis désolé. Et aujourd'hui, on voit même à l'international. Moi, il y a eu des actions qui sont passées. Moi, déjà, il y a des gens qui m'appellent de l'étranger. J'ai dit, mais votre autorité, attends, qu'est-ce qu'elle fout comme ça? Mais c'est la honte. Il faut qu'on arrête. Merci à vous, Dr Brou. Merci également à Isaka Ouedraogo. Merci à Abraham Badolo. Mesdames, Messieurs, c'est ici que l'on s'arrête pour cette émission du jour. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Et notre rendez-vous est pris très prochainement. D'ici là, portez-vous bien sur la chaîne africaine de télévision. Au revoir.